Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le président Guelleh donc a pris part hier à la session extraordinaire, notamment de débat général lors des assises donc de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Et suspendu pour avoir aidé le Nigérian Boko Haram. Merci COP, action contre la faim sont poursuivis. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé hier à la session débat général de la 74e Assemblée générale des Nations Unies convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de ce débat, donc, ayant coutume à réunir le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays du monde entier: l'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité, la paix et la sécurité. La problématique liée au changement climatique constitue, entre autres, les principaux sujets qui seront débattus au cours de cette rencontre. La République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des thématiques portées à l'ordre du jour de cette 74e Assemblée générale des Nations Unies. En effet, l'éducation de qualité est sous l'égide du président Guelleh, un objectif largement entériné à Djibouti après le succès préalable sur lequel a débouché l'enseignement pour tous. La paix et la sécurité font également partie intégrante du répertoire identitaire de notre pays, et cela à plus forte raison ces 20 dernières années où il a acquis dans la région d'Afrique de l'Est le statut de fer de lance du programme mondial de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme de tous bords. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé hier donc un important discours lors du débat général de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. À cette occasion, le chef de l'État est revenu sur les différents points en lien avec les objectifs du développement durable et notamment la santé, l'éducation, le climat, la lutte contre la pauvreté. Pour plus de précisions, nous vous proposons de l'écouter. Aujourd'hui réunis dans un contexte préoccupant dans lequel le multilatéralisme, qui a pour fondement la coopération internationale, subit des assauts répétés. Cette mise en crise est d'autant plus paradoxale qu'elle intervient à un moment où les liens d'interdépendance entre les pays du monde n'ont jamais été aussi étroits. Les défis globaux requièrent donc des actions collectives globales. L'action multilatérale est vitale, elle est urgente. Ce n'est que collectivement que l'on peut trouver des solutions aux défis globaux que sont la pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. Même si les défis affectent tous, les pays les plus pauvres sont les plus exposés en raison de leur fragilité. Les bouleversements géopolitiques en cours, la montée des tensions dues à la guerre commerciale et les prévisions de baisse de croissance économique mondiale génèrent des risques et soulèvent des questions quant à la capacité que nous avons de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable d'ici 2030. Les rapports de la Banque mondiale soulignent la faiblesse préoccupante du volume d'investissement et l'impact négatif que cela pourrait avoir sur la mise en œuvre des ODD. Ces développements sont à craindre alors qu'au moment même de l'adoption de cet agenda potentiellement transformateur, nous étions conscients que nous devions non seulement adopter une approche radicalement différente, mais également mobiliser un volume de financement qui s'évalue en trillions de dollars. Ainsi, la responsabilité incombe à tous de mettre en commun les ressources tout en tenant compte de la qualité de leur impact sur la durabilité. Les gouvernements doivent améliorer le climat des affaires afin d'attirer des investissements pour le développement durable. Le secteur privé doit centrer ses efforts non pas sur des investissements à court terme, mais dans le long terme. Il s'agira également de rechercher ensemble des solutions innovantes afin de mobiliser les financements pour les objectifs de développement durable. Monsieur le Président, dès février 2014, Djibouti a instauré l'assurance maladie obligatoire pour la tranche active de sa population, ainsi qu'un programme d'assistance sociale de santé pour toutes les personnes préalablement identifiées comme n'ayant aucun revenu. Au cours de ces 5 dernières années, des efforts considérables pour renforcer et étendre cette assurance aux populations migrantes et réfugiés accueillis à Djibouti ont été prises.
Djibouti réaffirme ainsi son attachement aux engagements pris dans la cible 3.8 dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 pour parvenir à la santé pour tous. Par ailleurs, Djibouti a résolument fait le choix de s'orienter vers un système de santé numérique intégré, centré sur le patient afin de développer l'assurance maladie universelle, l'extension vers la couverture sanitaire universelle et ainsi créer les conditions d'un système d'information sanitaire plus performant. Djibouti est également déterminé, mesdames et messieurs, à lutter contre toutes les inégalités et plus particulièrement celles relatives au genre en mettant cet objectif au cœur de son agenda politique. Le gouvernement, à travers des réformes structurelles, poursuit sa mission essentielle qui est d'éradiquer les obstacles politiques, économiques et sociaux auxquels les femmes sont confrontées. Cette année a débuté en effet par la promulgation d'une loi augmentant le quota des femmes djiboutiennes de 10 à 25% au sein de l'Assemblée nationale. Le changement climatique est le défi le plus menaçant et le plus grave de notre époque. Nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs de Bahamas, dévastés par la destruction qui a semé la mort et la désolation à une échelle jamais connue auparavant. Nous réitérons notre gratitude au secrétaire général pour les nombreuses initiatives prises en vue de continuer à attirer l'attention sur un phénomène aux conséquences catastrophiques. Et le président Guelleh a, dans la seconde partie de son discours, évoqué la situation régionale et internationale. C'est dans ce sens qu'il a parlé donc de la Somalie et des avancées que ce pays a enregistrées en matière de paix, le Sud-Soudan qui renoue avec la paix et le terrorisme au Sahel et au Yémen. On écoute le président de la République. Les débats nourris que nous avons eus lors du sommet sur le climat ont permis d'identifier les points d'action concrets. Le mouvement salutaire vers la paix dans la Corne de l'Afrique se poursuit. La détermination de nos pays pour consolider les gains obtenus est chaque jour plus forte. Notre conviction qu'une paix totale et durable dans notre région est possible et se raffermit chaque jour davantage. Les dernières bonnes nouvelles nous parviennent d'un pays voisin et frère, le Soudan. Nous nous félicitons du succès des négociations qui ont conduit à une sortie des crises pacifiques et la signature d'un accord de partage sur le pouvoir. Au Sud-Soudan, le processus de paix connaît des progrès encourageants. Les pourparlers divers entre le président Salva Kiir et Riek Machar est un développement significatif. Nous notons en particulier le renouvellement de leur engagement à former un gouvernement de transition d'ici le 12 novembre. Djibouti, en tant que membre de l'IGAD, continuera à exhorter les partis à poursuivre les efforts visant à sortir de l'impasse politique et à concrétiser les engagements pris. S'agissant de la Somalie, en dépit des tensions associées aux élections nées de la dynamique politique associée aux élections dans les États membres de la Fédération et actes de violence perpétrés par les Shabab, nous sommes encouragés par les progrès accomplis sur le plan économique et sécuritaire. Nous devons redoubler d'efforts afin d'aider la Somalie à atteindre ses objectifs prioritaires, à savoir les élections fédérales, le renforcement de la sécurité, la mise en œuvre des réformes économiques ambitieuses et l'allègement de la dette. Il nous faut tout mettre en œuvre afin que la dynamique régionale positive contribue aux efforts de stabilisation et de mise en œuvre du plan de transition en cours, aidant ainsi à créer un environnement propice à la réconciliation nationale. Nous demeurons confiants que les relations entre mon pays et l'Érythrée s'amélioreront encore davantage et que les questions en suspens seront définitivement résolues. Djibouti demeure profondément attaché à la paix et à la promotion des solutions bilatérales saines et vigoureuses avec l'ensemble de ses voisins. Nous devons ensemble inlassablement travailler à l'accélération des efforts visant à promouvoir l'intégration régionale. Nous saluons à cet égard le dévouement avec lequel le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed,
s'emploie à rapprocher les vues de mon pays et celles de l'Érythrée. Monsieur le Président, le terrorisme représente une menace existentielle à la paix et à la sécurité de nos pays. Nous ne pouvons accepter que des civils innocents soient massacrés, mutilés sous des prétextes fallacieux. La situation au Sahel nous préoccupe en tant qu'Africains au plus haut point. Nous réaffirmons notre soutien et notre solidarité à l'ensemble des pays du Sahel, confrontés à ce péril grave et qui déploient des efforts considérables dans le cadre du G5 Sahel. Nous exhortons la communauté internationale à mobiliser les ressources financières nécessaires en soutien à ces efforts. Nous saluons à cet égard les conclusions du sommet extraordinaire de la réunion du CEDEAO tenue le 14 septembre dernier. Monsieur le Président, nous condamnons vigoureusement l'attaque du 14 septembre ciblant les installations pétrolières en Arabie Saoudite. C'est un incident grave qui s'inscrit dans la trajectoire inverse de la désescalade prônée par la communauté internationale. Au Yémen, nous sommes extrêmement préoccupés par la détérioration de la situation sanitaire et le risque accru de fragmentation du pays. Nous réaffirmons notre solidarité aux autorités légitimes du Yémen et saluons la volonté politique de poursuivre leurs efforts de mise en œuvre de l'accord de Stockholm en dépit des développements négatifs qui ont rendu le climat politique délétère. Djibouti continuera à accueillir les frères et sœurs du Yémen. Ce pays frère est confronté à une tragédie humanitaire sans précédent. Mon pays, Djibouti, a dès le début généreusement accueilli les réfugiés yéménites sur son sol. Elle continuera à faire preuve de la même. La recrudescence des violences dans les territoires palestiniens occupés assombrit chaque jour davantage les perspectives d'une solution à deux États. Ces colonies constituent non seulement une violation du droit international, en particulier l'article 49 de la 4e Convention de Genève, mais également des droits humains des Palestiniens. Nous condamnons en outre avec fermeté les plans d'annexion de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte annoncés récemment par Israël pour étendre sa souveraineté en Cisjordanie occupée. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier donc également avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné que lors de cette rencontre l'importance de maintenir les progrès récents en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique en promouvant donc l'intégration régionale et en renforçant la coopération. Il a félicité donc Djibouti pour sa contribution à la promotion de la paix et de l'intégration dans la région de la Corne de l'Afrique. Le chef de l'État a de son côté remercié le secrétaire général des Nations Unies pour l'accueil réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Il a ensuite remercié pour la reconnaissance des efforts de Djibouti en matière de paix dans la région. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et porte-parole du gouvernement, a rencontré donc hier le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères koweïtien, Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah. Cet entretien était essentiellement axé sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La rencontre qui s'est déroulée au siège des Nations Unies a réuni côté Djibouti, outre le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et représentant permanent auprès donc de l'Union africaine, Mohamed Idriss, et des membres de l'équipe de notre représentation à New York. Et côté koweïtien, donc, l'assistant du ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur et représentant du Koweït aux Nations Unies, ambassadeur permanent Hamed Al-Shuraim du cabinet du ministre. Également dans l'actualité, donc, c'était hier, la direction de la Trésorerie Générale a invité toutes les banques de la place de Djibouti à venir ouvrir des stands dans le hall des caisses du Trésor national. L'objectif visé par cette opération a été de finaliser la bancarisation des salaires supérieurs à 40 000 francs par mois. Et en d'autres termes, que les personnes touchant un salaire supérieur puissent ouvrir un compte bancaire. Après avoir retiré leur solde en numéraire pour la dernière auprès donc des guichets du Trésor, les salariés viennent sur les stands érigés à cet effet par les banques de la place pour ouvrir un compte bancaire. La sous-direction de la solde du ministère du Budget a diligenté donc une antenne dans ces mêmes locaux pour enregistrer simultanément les données bancaires fournies par les salariés.
Et dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur adjoint de la trésorerie générale a indiqué que cette opération continuera pendant 3 à 4 jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus de salariés dont la solde est supérieure à 40 000 francs Djibouti qui ne soit pas encore bancarisés. On l'écoute. 2019, nous avons lancé une procédure de finalisation de la bancarisation des agents de l'État percevant une rémunération nette supérieure à 40 000 francs. Pour ce faire, nous avons sollicité les banques de la place et les avons invités dans nos locaux pour faciliter une procédure d'ouverture de compte. Les agents de l'État qui percevaient déjà leur salaire dans nos locaux sont invités à créer des comptes dans les banques commerciales et plus particulièrement ceux qui sont dans nos locaux. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a parrainé hier la cérémonie de clôture d'une série de formations des formateurs destinés aux enseignants de la base, les conseillers pédagogiques, les formateurs du centre, ainsi que le directeur des écoles et les hauts cadres du MENFOP. L'événement qui s'est déroulé au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a vu la participation de nombreux cadres et responsables du MENFOP. Les experts formateurs ont pu présenter au groupe complet et dans un objectif de formation les modalités et les approches sur les grands travails et les grands thèmes du travail qui est envisagé de travailler sur les aspects contextuels qui ont une portée transversale sur l'ensemble du travail et notamment les aspects démographiques et macroéconomiques. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire implantée au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale a abrité la cérémonie finalisant le stage de la première promotion du directeur d'enquête. C'était hier. Ce stage qui a duré 4 semaines a réuni des stagiaires issus de 16 pays africains et de l'océan Indien. Il s'agit du Gabon, du Madagascar, du Tchad, de la République centrafricaine, du Mali, du Bénin, du Cameroun, du Niger, du Togo, de la Guinée équatoriale et de Djibouti, pour ne citer que ces pays. Cet événement a été présidé par le procureur général de la République et a vu la participation de hautes personnalités locales et étrangères, ainsi que les différents responsables d'institutions publique djiboutienne. Et dans ces mots, le président de la promotion a salué l'initiative de Djibouti à construire une école de cette envergure qui a réuni tous les pays africains qui partagent en commun la langue française. Les invités et les stagiaires ont été conviés à un repas offert par le chef d'état-major général. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale au centre de conférence, lieutenant-colonel Houch Roblé Idlé. À l'issue, les stagiaires ont reçu leur diplôme et un signe de la part des responsables présents. Les invités et les stagiaires ont été conviés à un repas offert par le chef d'état-major et au final, cette journée a été clôturée par la traditionnelle photo de famille. C'est pour moi un insigne honneur et un agréable plaisir de m'exprimer à mon nom personnel et à celui de l'ensemble des stagiaires en ce jour solennel du 26 septembre 2019, marquant la fin du premier stage de directeur d'enquête à l'École internationale de la perfectionnement à la pratique de la police judiciaire à Djibouti.
Et dans son intervention, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a accentué donc sur le soutien permanent du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette école voie le jour. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a profité de l'occasion pour féliciter l'ensemble des stagiaires pour l'assiduité et le sérieux dont ils ont fait preuve. On écoute le colonel. Pour la cérémonie marquant la clôture du stage international de directeur d'enquête qui a débuté le 1er septembre 2019 au profit des stagiaires des forces de sécurité issus de plusieurs pays de notre continent. Je voudrais avant tout adresser mes remerciements à monsieur le procureur général qui a bien voulu présider cette cérémonie en dépit de son agenda particulièrement chargé. C'est pour moi un grand plaisir de prendre part à cet événement qui consacre la remise du diplôme de directeur d'enquête aux stagiaires de l'EI3PJ. Et nous sommes honorés d'accueillir en son sein des stagiaires de notre continent et de l'océan Indien, pour la 13e fois depuis son ouverture. Si les capacités de notre école, que ce soit en matière d'infrastructure ou du curricula de formation, se développent, c'est d'abord grâce au soutien indéfectible de notre cher président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et je vous remercie l'enseignement que vous en avez tiré et qui devrait vous être utile dans votre travail au quotidien. Je suis persuadé que cette formation participera grandement à l'harmonisation de nos procédures en matière d'enquête criminelle complexe et donc par la même occasion d'amorcer les jalons d'un partenariat entre nos différents services de sécurité. Vous êtes d'office amenés à prendre les directions des enquêtes et à gérer des équipes. Vous êtes de ce fait responsable de la qualité des procédures transmises au parquet. C'est pourquoi je vous exhorte à mettre à profit tous les acquis et de produire bien sûr des procédures de qualité. Je vous encourage également à travailler étroitement avec les magistrats de vos pays et à entretenir des rapports privilégiés avec eux. Enfin, je vous dis bon vent et bon retour dans vos pays respectifs, tout en espérant vous retrouver ici même dans le cadre de d'autres stages. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens à saluer l'excellence de notre partenariat avec la France. Cette belle structure est la preuve concrète de la vitalité de notre coopération. Je remercie également tous les magistrats qui participent activement aux différents stages, ainsi que les représentants des agences onusiennes qui nous soutiennent en permanence. Que toutes les personnalités politiques et civiles locales et internationales qui ont bien voulu honorer de cette cérémonie de leur présence, malgré les impératifs qui sont les leurs, soient sincèrement remerciés. Et le procureur général de la République a félicité à son tour non seulement les stagiaires, mais aussi le colonel Zakaria Hassan Aden pour avoir entrepris la création de cette école internationale, ainsi que pour l'excellence de la formation dispensée dans ce stage. Le procureur général a rappelé les responsabilités du directeur d'enquête ainsi que son rôle prépondérant dans la procédure pénale. C'est un plaisir pour moi de venir à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Parce que non seulement, mon colonel, je sais que la gendarmerie est un partenaire fiable, sérieux et indispensable à l'institution judiciaire, mais également aussi, quelque part, je fais partie des gens qui avaient cru en vous, à cette école, à la création de cette école à vocation internationale à Djibouti. Mon colonel, il aura fallu toute votre énergie pour convaincre la nécessité d'installer une école de formation en matière de police judiciaire internationale et francophone. Et c'est cette appartenance à la francophonie et les valeurs qu'elle véhicule, notamment l'état des droits, parce que Djibouti est à la fois le seul pays francophone dans la région, une espèce de sentinelle avancée de la francophonie, mais également le fait que cette école contribuerait au rayonnement international de la République de Djibouti, qui a convaincu les autorités djiboutiennes, et en premier d'entre eux le chef de l'État, la nécessité de faire cette école. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de clôture du stage international des directeurs d'enquête. Je n'en doute pas, et c'est pour ça aussi, mon colonel, que cette école est une école de l'excellence, et c'est pour ça que je suis fier. Et c'est pour ça que je suis convaincu que vous vous épanouirez dans le cadre de vos fonctions futures de directeur d'enquête. Je vous souhaite également, à vous tous, un bon retour dans vos pays respectifs. J'ose espérer que vous vous épanouirez dans vos fonctions futures. Et je vous souhaite
beaucoup de courage et de chance. Merci de votre attention. Également dans l'actualité, le préfet de la région de l'Unité, Adel Nadrar Moussa, a reçu donc hier Madame Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante du PNUD à Djibouti, accompagnée de ses collaborateurs et de différentes unités des Nations Unies. L'entrevue s'est déroulée donc en présence du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis, et des proches collaborateurs du préfet donc de la région. Cette première rencontre a été l'occasion pour le nouveau préfet de la région de l'Unité de s'imprégner davantage des objectifs du millénaire pour le développement durable dans les différents domaines sectoriels. Aussi, cette première prise de contact a permis aux deux personnalités de passer en revue les voies et moyens de promouvoir davantage les relations de coopération et d'échange entre les agences onusiennes et les institutions régaliennes de la région. Au terme de leur entretien, le préfet de la région de l'Unité a salué les actions de l'agence onusienne en matière de développement durable pour les populations du continent africain et du reste du monde. Et enfin, direction Obok pour clore l'actualité nationale. Donc, l'agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé mercredi l'inauguration du réseau électrique réalisé dans le cadre du projet régional financé par la Banque mondiale dans la ville d'Obok, en présence des autorités, notamment du préfet Abdelmalik Mohamed Banouita, du député de la région Kamil Humed, des responsables du secteur de l'EDD d'Obok et du directeur général de l'ADDS et des techniciens supérieurs en génie civil de l'ADDS. En effet, dans le cadre de ce projet de l'ADDS, a procédé à l'inauguration du réseau électrique d'un volume de 4400 km de réseau électrique basse tension, 750 mètres moyenne tension, ainsi que 70 poteaux d'éclairage public. Les quartiers desservis sont les quartiers PNUD, Centre-Ville, Badaf, Escale et Plateau. Et sous l'impulsion du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, en partenariat avec les autres ministères sectoriels, l'ADDS a mis en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent à l'amélioration des affaires, donc à l'amélioration aux services, sociaux de base, en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'appui à la jeunesse et l'assainissement de base, mais aussi à faciliter les populations vulnérables, l'accès aux sources de financement, à la micro-entreprise et enfin encourager donc la participation des bénéficiaires à l'élaboration et à la gestion des programmes et projets mis en œuvre. Plus largement, le projet financé par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre d'une réponse au déplacement des réfugiés dans la Corne de l'Afrique qui couvre 4 pays, notamment l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan et bien sûr Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. 37 migrants d'Afrique subsaharienne sauvés d'Espagne. Les gardes-côtes espagnols ont sauvé hier un bateau transportant 37 migrants africains subsahariens donc, au large de l'île espagnole de Grande Canarie. C'est ce qu'a annoncé le service régional d'urgence. Un porte-parole de la Croix-Rouge espagnole a déclaré que les migrants voyageaient depuis 3 jours lorsqu'ils ont été récupérés à une dizaine de kilomètres des côtes. Les îles Canaries, situées dans l'océan Atlantique au large de la côte marocaine, constituent une voie dangereuse pour les migrants. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM de l'ONU, des dizaines de personnes sont mortes l'année dernière en voulant se rendre en Europe. Quelques 20 460 migrants sont arrivés en Espagne à la mi-septembre de cette année. Selon les données du ministère de l'Intérieur, cela représente une diminution de 46,1% par rapport à la même période l'année dernière. Suspendu pour avoir donc aidé le Nigérian Boko Haram, Mercy Corps, action contre la faim. Les agences humanitaires internationales au Nigeria se sont donc maintes fois affrontées aux autorités donc ces dernières années, les accusant de saboter ces efforts pour lutter contre les extrémistes et les terroristes. Le nord-est du Nigeria est frappé par une insurrection qui dure depuis une dizaine d'années et est dirigée par le groupe militant Boko Haram qui a tué 30 000 personnes et contraint 2 millions de personnes à fuir leur domicile. La semaine dernière, enfin, donc, l'armée nigériane a ordonné la fermeture des bureaux de l'action à but non lucratif, action contre la faim, l'accusant d'aider des groupes terroristes tels que Boko Haram ou encore l'État islamique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.